Bienvenue à tous sur Blue Planet, mesdames, messieurs, heureuse de vous retrouver sur Canal 7 pour une nouvelle aventure. Comme la semaine dernière, nous continuons la découverte des parcs nationaux. Mais avant, voici les résultats de la semaine écoulée. Il s'agissait de dire, tout simplement, dans quel pays se trouve le parc Kruger. Vous aviez en effet à choisir entre l'Afrique du Sud, la France et le Canada. La bonne réponse est l'Afrique du Sud. Et le contact du gagnant s'affiche en ce moment même sur le bas de votre petit écran. Il s'agit du numéro 06 33 66 79. 06 33 66 79. Si vous êtes dans le titulaire de ce numéro, sachez que vous êtes qualifié d'office pour participer au grand tirage au sort mensuel. Vous pourrez alors gagner un ordinateur portable. Comme je vous le disais au début de ce programme, nous continuons la découverte des parcs nationaux d'Afrique et nous nous rendons en République démocratique du Congo où se trouve le parc des Virunga. Alors, soyez attentifs à la question de la semaine. Dans quel pays se trouve le parc des Virunga? Vous avez le choix entre trois réponses. La France, le Brésil et la RDC ou alors la République démocratique du Congo. Mais connaissez-vous au moins l'histoire des parcs Virunga? Non? Eh bien, je vous la raconte un tout petit peu. Arrivé au Congo pour chasser les gorilles dans les années 1920 au profit d'un musée américain, Karl Anglais est bouleversé par ces grands singes qui ont changé son destin. Il devient alors un farouche adversaire de la chasse et décide de protéger les gorilles. À cette époque, le Congo était une colonie belge sous la tutelle du roi Albert. Karl Anglais réussit donc à convaincre le roi de sauver les grands singes. En 1925, la zone a été classée parc national. À la mort du roi, un an plus tard, il fut baptisé le parc Albert qui deviendra le parc des Virunga. Virunga qui signifie en langue locale volcan. En effet, nous le savons tous, l'Afrique est un volcan qui se réveille lentement et le moment venu crachera aux yeux du monde sa lave de potentialité. À tout à l'heure. Carl Ethan Ackley ne reconnaîtrait plus les Virunga. Toutes ces collines volcaniques qui étaient alors couvertes de forêts sont aujourd'hui défrichées. Carl Ethan Ackley était citoyen américain. Il est venu dans cette région en 1921 pour y faire son drôle de métier, marchand d'animaux sauvages. Ackley avait une commande très particulière de l'American Museum et il n'y avait qu'ici qu'il pouvait l'honorer. Cette zone de volcan éteint à l'est de la République du Congo était le seul endroit au monde où l'on pouvait trouver des gorilles de montagne. Ackley a capturé 4 de ces grands singes et puis il a renoncé à leur ôter la liberté. Les gorilles l'ont bouleversé et ont changé son destin. Ackley est devenu un farouche adversaire de la chasse et il s'est battu pour obtenir la protection des gorilles. À cette époque, le pays était une colonie belge sous la tutelle du roi Albert. Ackley a fait le siège du roi pour le convaincre de sauver les grands singes. En 1925, la zone a été classée parc national. Quand Ackley est mort un an plus tard, il s'est fait enterrer ici. Le roi s'est passionné pour cet espace protégé qui porte son nom. Le parc Albert est devenu en quelques années la véritable référence du monde tropical en matière d'écologie. Il occupait alors la totalité du massif montagneux. En 1960, la superficie du parc a été terriblement réduite. Aujourd'hui, il ne couvre plus que 125 km². Il protège comme il peut ses derniers gorilles. Ils sont 300 à 400 qui vivent en groupes familiaux de 2 à 30 individus. Aujourd'hui, on voit de plus en plus souvent les gorilles sortir de ce qu'il reste de la forêt et s'approcher des zones cultivées.
La famille suit son chef de bande, un dos argenté, un mâle adulte de plus de 15 ans qui pèse près de 200 kilos. Comme on leur a défriché la quasi-totalité de leur territoire d'origine, les gorilles compensent comme ils peuvent en faisant de véritables descentes dans les champs de maïs. Les gorilles sont complètement herbivores. Ils consomment plus d'une centaine d'espèces végétales et ajoutent de temps à autre quelques insectes à leur menu. Pour eux, le maïs est un plat royal. Les paysans restent imperturbables. Le champ est aux limites du parc, mais à l'intérieur. Après le passage des gorilles, les gardes viennent constater les dégâts et expliquer une fois de plus qu'il faut respecter les limites du parc et sauvegarder les grands singes. L'idée a du mal à faire son chemin. Les populations locales ne voient qu'un intérêt au parc. Les gorilles attirent des visiteurs et les visiteurs permettent de faire vivre quelques familles. Le parc national est à cheval sur deux pays. Côté rwandais, c'est le parc des volcans. Côté congolais, le parc des Virunga. Une petite infrastructure s'est mise en place pour accueillir les quelques centaines de visiteurs qui viennent chaque année du monde entier voir les gorilles. Le confort est rudimentaire, mais la visite aux gorilles est un véritable luxe. Il faut payer très cher le permis de les approcher. Un groupe de gorilles a été localisé à 5 ou 6 heures de marche. Le départ se fait par petits groupes et à raison d'un seul groupe par jour. À l'approche des hommes, cette famille gorille s'éloigne d'abord de quelques mètres, mais reprend vite ses occupations. Ce groupe fait partie des quelques familles qui ont été accoutumées progressivement aux rencontres avec les humains. Les puristes dénoncent ces contacts avec les gorilles. Les chercheurs et les scientifiques qui ont pris le relais de Diane Fossé sont convaincus que c'est la seule façon de sauver ces derniers grands singes. Cette animation, cette présence, peuvent contrarier aussi les braconniers. Régulièrement, des gorilles sont quand même massacrés. Pour leurs crânes, leurs mains dont on fait des cendriers, leurs petits qui sont vendus à des zoos. Le sort de ces survivants reste incertain. Souvent, les visites sont suspendues. Le territoire du parc interdit.
Le parc des volcans, qui a été le premier en Afrique à avoir le statut de parc national, est aujourd'hui sans doute l'un des plus difficiles à gérer. Il est au cœur d'une zone de génocide, d'une zone de guerre. Avant de s'intéresser au sort des gorilles, ici chacun pense d'abord à sa propre survie. Un peu partout, des fumées s'échappent des collines d'Afrique. On brûle pour défricher. Ce continent reste pour l'essentiel celui d'un peuple paysan à la conquête d'un peu de terre. Un parc, une réserve, une zone protégée, pour la population, c'est toujours un territoire confisqué. Il est difficile d'en faire reconnaître les limites et respecter les interdits. Ce troupeau, conduit par des pasteurs peuls, traverse le parc national du W, au Niger, en toute illégalité. L'intrusion peut paraître anodine, elle est parfois lourde de conséquences. En 1981, les vaches ont introduit ici une épidémie de peste bovine qui s'est propagée aux animaux sauvages. Tous les buffles du parc ont été décimés. Le parc du W est situé en Afrique de l'Ouest. Il fait partie d'une vaste zone protégée de 2,5 millions d'hectares à la frontière du Burkina Faso, du Bénin et du Niger. Chaque pays a son parc national, dans cette région qui est l'une des plus pauvres d'Afrique. Cet hippopotame s'est pris dans un filet que des villageois ont posé dans une mare du parc national d'Arli, au Burkina Faso. Il est bien entendu interdit d'y pêcher. À la frange du parc, le petit braconnage fait partie de la vie quotidienne. C'est un moyen naturel d'améliorer l'ordinaire. Chaque matin, les villages résonnent du rythme des femmes qui battent le mil. Elles préparent un repas qui est toujours le même. Une sorte de bouillie qui remplit les ventres, mais n'apporte rien en protéines. Ici, on ne mange ni les porcs, ni les poulets qu'on élève. C'est la seule richesse. La seule valeur négociable qu'on puisse échanger au marché contre un peu d'argent. Quand on sent l'odeur de la viande dans les marmites, il y a fort à parier que ce soit de la viande de brousse. Les gazelles et les petits animaux sont les principales victimes de ce braconnage de subsistance. Il est rarement réprimandé avec sévérité. Les gardes ont pris plutôt l'habitude de partager les prises, quand ils ne participent pas eux-mêmes au piégeage. Il y a de moins en moins d'animaux au parc d'Arli. Sous la pression du braconnage, ils préfèrent franchir la Pendjari. La Pendjari est la rivière qui, au sud du Burkina Faso, marque la frontière avec le Bénin. Quand on franchit ce pont de bois, on change de pays.
on change aussi de parc national. La rivière a donné son nom à la zone protégée. Ce sont les mêmes paysages qu'à Arli, mais à quelques kilomètres de distance, au parc de la Pendjari, tout est différent. Ici, les pistes sont en bon état. Elles ont été recouvertes de latérite, ce qui les rend praticables beaucoup plus longtemps en saison. La qualité des pistes en dit souvent long sur la qualité d'un parc et sur ses moyens. Comme les pistes se dégradent facilement, il faut les contrôler en permanence et intervenir aussitôt. C'est un bon indicateur de l'attention et du sérieux des gestionnaires et des gardes. Quand les conditions sont réunies, que les animaux sont effectivement protégés, tout redevient possible. Comme une belle population d'éléphants dans un parc d'Afrique de l'Ouest. Une partie du continent où la plupart des pachydermes ont été massacrés. Le grand calao d'Abyssinie est de la taille d'un gros dindon. Il est plutôt rare dans cette partie d'Afrique, on le rencontre couramment à la Pendjari. La mare a été creusée pour fixer les animaux, pour qu'ils y trouvent de l'eau même pendant la saison sèche et qu'on puisse facilement les observer. Ici, rien n'est laissé au hasard et les résultats sont là. La Pendjari est sans doute l'un des derniers endroits de toute l'Afrique de l'Ouest où l'on puisse encore rencontrer la grande faune africaine. Partout ailleurs ou presque dans cette partie du continent, zone protégée ou pas, les animaux ont été décimés. Les chasses incontrôlées et le braconnage d'État ont généré l'irréparable en toute bonne conscience. C'était l'illusion de la profusion et de ressources inépuisables. On parlait des crocodiles en disant qu'ils infestaient les rivières et on les massacrait. C'était, disait-on, salutaire. En tout cas, c'était rémunérateur. L'Afrique est victime de sa nature généreuse, de ses excès cycliques qui rendent par saison des morceaux entiers de son territoire invivables ou inaccessibles. Plus le continent est impénétrable, hostile, plus il se livre à ses seigneurs barbares, les braconniers, les vrais, ceux qui ne chassent pas pour eux, mais sur commande. Dommage pour les animaux. Ce sont souvent les meilleurs pisteurs du pays. Pas une trace, pas une odeur n'a de secret pour eux. Ils sont prêts à tous les inconforts pour traquer la bête, celle qu'on leur demande. Comme les derniers animaux sont dans les zones protégées, c'est là qu'ils vont plutôt les chercher. Pendant des années, en Tanzanie, dans le parc national du Tarangire, le cœur creux des baobabs a servi de refuge aux tueurs d'éléphants. Aujourd'hui, c'est le rhinocéros qui atteint des sommets à la bourse du braconnage. Même le Kenya, où les rangers peuvent tirer à vue sur les braconniers,
est incapable de protéger efficacement les rhinocéros dans leurs grands espaces naturels. En 1970, il y avait ici encore 20 000 rhinocéros noirs. 15 ans plus tard, ils étaient moins de 500, pas même de quoi satisfaire la consommation annuelle de cornes au Yémen. Pour éviter la disparition de l'espèce à court terme, le Kenya a décidé en 1985 de recenser les rhinocéros survivants et d'en rapatrier quelques-uns dans des réserves sûres, de dimensions restreintes, faciles à contrôler. Le parc national de Nakuru répondait bien à ces critères. Le parc est situé dans la vallée du Rift, en plein cœur du Kenya. La zone protégée couvre 200 km² en bordure du lac Nakuru. Le site avait d'abord été classé comme réserve ornithologique, la première en Afrique orientale. Et puis, les mammifères ont profité à leur tour de la tranquillité des lieux. Le parc national abrite des girafes de Rothschild, une espèce devenue rare qu'on reconnaît aux motifs sombres, étoilés qui décorent ses taches. Ces girafes, qui ont quasiment disparu du reste du pays, se sont parfaitement acclimatées à Nakuru. C'est ici, sur les rives du lac traditionnellement orné de flamants, que les autorités kenyanes ont décidé de créer le premier sanctuaire pour rhinocéros, avec une ligne directrice, une sécurité maximum. A priori, la région est sûre. Mais il ne s'agit plus cette fois de protéger des buffles, des antilopes ou des oiseaux. La valeur d'une corne de rhinocéros est tellement exorbitante que les rescapés à peine arrivés susciteront déjà des convoitises. Le territoire destiné à accueillir les rhinocéros a été entièrement ceinturé sur 75 km. La clôture a nécessité plus de 10 000 poteaux et 900 km de fils. Elle a été électrifiée. Une fois le site équipé, on a ramené des rhinocéros de droite, de gauche, des blancs, des noirs, pour peupler ce sanctuaire. Beaucoup de ces animaux sont venus de réserves privées ou de ranchs qui avaient anticipé sur la raréfaction de l'espèce et pratiqué une protection rapprochée avant l'heure. Depuis que les premiers rhinocéros ont été relâchés, aucun n'a fait l'objet de braconnage. Il y a aujourd'hui une 50aine de rhinocéros à Nakuru. Le succès est indiscutable. Il traduit aussi une triste réalité. Il y a 100 ans, le territoire des rhinocéros s'étendait ici sur 300 000 km². Aujourd'hui, on ne peut assurer leur avenir que sur une surface 1000 fois plus réduite. Au sud du continent, la stratégie pour tenter de préserver les rhinocéros est différente. On essaie d'assurer leur sécurité en les maintenant dans leurs grands espaces d'origine. Pour avoir une chance, les rhinocéros doivent payer avant le prix fort. Une capture, une mutilation.
Cette partie de l'Afrique a mis beaucoup d'espoir dans la pratique du décornage. On imagine assez naturellement qu'un animal décorné n'intéressera plus les braconniers. L'ablation de la corne est relativement simple, car ce n'est qu'une masse de kératine qui ne fait pas corps avec le crâne. Reste que la capture et l'immobilisation sont des opérations coûteuses. L'ablation de la corne est un pis-aller, une mutilation qu'on ne pratique qu'à contre-cœur, en se disant que mieux vaut un animal sans corne que plus d'animal du tout. En fait, cette opération ne dissuade pas vraiment les braconniers. Pour ne pas chasser 2 fois un animal pour rien, ils tuent même ces animaux décornés. Au Zimbabwe, en 1993, sur 100 rhinocéros tués par les braconniers, 90 étaient pourtant décornés. On revient ici aussi à la seule méthode qui fasse ses preuves, la réintroduction d'animaux dans des parcs bien protégés. Après une période d'acclimatation dans un enclos, cet animal va être relâché dans le parc national d'Etosha, au nord de la Namibie. En dépit du braconnage, la Namibie garde la 3e population mondiale de rhinocéros noirs, mais leurs congénères blancs ont disparu. Il a fallu faire venir celui-ci de très loin. Il y a quelques semaines, il vivait dans un zoo allemand. Né en captivité, il n'a jamais connu la vie sauvage. Dans quelques jours, ce rhinocéros sera libre, livré aux grands espaces de la plus grande réserve d'Afrique. Le parc national d'Etosha est la plus grande des réserves africaines et la 4e du monde. Pour les quelques dizaines de rangers et de scientifiques du parc, c'est 22 000 km² à surveiller, l'équivalent des 2/3 de la Belgique. Pour suivre les déplacements des animaux sur de telles étendues, on a posé à certains d'entre eux des colliers émetteurs qui facilitent leur repérage au scanner. Un quart de la superficie du parc est occupée par le Pan, un immense désert salin de 130 km de long et 50 km de large, vieux de 12 millions d'années. C'est un ancien lac qui s'est transformé peu à peu en une étendue d'argile craquelée et couverte de sel. Les indigènes l'ont appelé Etosha, ce qui dans leur dialecte veut dire « la grande étendue blanche d'eau sèche ». Quand les premiers colons blancs ont découvert ce site au milieu du siècle dernier, ils ont été frappés par le nombre d'animaux qui vivaient en bordure du Pan. L'un d'eux a eu cette phrase « Si l'on ouvrait les ménageries du monde entier, ce ne serait rien comparé à ce que j'ai vu aujourd'hui. » L'environnement paraît hostile, mais en fait, la nappe phréatique affleure un peu partout à la périphérie du grand désert salé, et les animaux y trouvent de l'eau même au plus fort de la saison sèche. Avec une telle concentration animale, Etosha est devenu un des pôles d'intérêt majeurs de la Namibie. Il attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.
Comme dans la quasi-totalité des parcs nationaux d'Afrique, les règles sont strictes. Il est interdit de descendre de voiture et la vitesse est limitée, à la fois pour des raisons de sécurité, mais aussi pour protéger les animaux et la végétation de la poussière. Les visiteurs doivent impérativement être rentrés dans l'un des 3 camps du parc avant le coucher du soleil. Jusqu'au lever du jour, aucun humain ne doit venir troubler la vie des grandes étendues d'Etosha. On a recensé ici 114 espèces de mammifères et 340 espèces d'oiseaux. Cela va de l'autruche au petit calao à bec jaune. Pour faciliter l'observation des animaux, des points d'eau ont été forés aux endroits stratégiques. À la saison sèche, ils attirent inévitablement les éléphants qui ont d'énormes besoins quotidiens en eau claire. Les éléphants d'Etosha sont réputés pour être les plus grands d'Afrique. Ils ont par contre des défenses étonnamment courtes. On explique ce phénomène par des carences en sels minéraux et par l'usure. Les éléphants utilisent leur défense comme de véritables outils. Ici, ils s'en servent notamment pour déterrer des racines. On attire artificiellement les animaux au pied des touristes. Bien que ces éléphants soient parfaitement libres de leur déplacement sur des milliers de kilomètres carrés, la scène prend injustement des allures de zoo. Le tourisme apporte les devises et les devises apportent les moyens de surveiller et de gérer efficacement le parc. Etosha compte environ 2000 girafes. Elles n'appartiennent pas aux espèces dites sensibles, et pourtant la découverte d'un cadavre est prise très au sérieux. On craint par-dessus tout une épidémie. Le territoire d'Etosha a connu une véritable tragédie écologique à la fin du siècle dernier. La Namibie s'appelait alors l'Afrique du Sud-Ouest. C'était une colonie allemande. Une épidémie s'était déclarée dans les troupeaux d'animaux sauvages, et l'on craignait qu'elle ne se transmette au bétail. Par crainte d'une propagation générale dans les troupeaux domestiques, la cavalerie allemande a décimé par dizaines de milliers tous les animaux suspects à la mitrailleuse. Ces prélèvements sont effectués pour s'assurer que la girafe n'a pas été victime de l'anthrax, une maladie bactérienne mortelle qui attaque 14 espèces d'herbivores et notamment les éléphants et les zèbres.
La maladie est extrêmement contagieuse et un des laboratoires du parc y travaille en permanence en développant notamment des campagnes de vaccination. En intervenant sur la santé des animaux, l'homme dérange un peu au concept initial des parcs, même si pour l'essentiel, il laisse la nature faire son œuvre. Etosha est doté d'un centre de recherche installé au cœur du parc, où l'homme étudie en permanence l'évolution des caractéristiques, des effectifs et des comportements des espèces. Les gnous bleus ne sont plus que quelques milliers à Etosha. En moins d'un siècle, leur nombre a diminué de façon spectaculaire dans toute l'Afrique australe, sans qu'on puisse a priori en expliquer la cause. Il semble en fait que l'espèce décline, faute de pouvoir effectuer désormais les migrations auxquelles elle est attachée. À sa création en 1907, Etosha s'appelait la réserve de chasse numéro 2. La zone protégée s'étendait jusqu'à la mer, au rivage de la Skelton Coast. 500 km d'ouest en est. C'était la plus grande réserve animalière du monde. Une étendue si grande que pas une espèce, pas une harde ne sentait d'entrave à sa liberté d'aller où son instinct et la nature le menaient. En 1970, la zone protégée a été divisée par 4 et ceinturée d'un rideau de métal de plusieurs centaines de kilomètres. Dans toute l'Afrique australe, les animaux butent sur des barrières dressées par les hommes pour préserver leur bétail, leurs champs, leurs maisons. Sous la pression des installations humaines, les animaux modifient leurs habitudes, leurs comportements. Ils quittent leur région de prédilection pour des zones moins propices, mais plus tranquilles, où l'homme leur réserve des espaces impropres à ses besoins. Cette savane du nord-ouest du Zimbabwe n'intéressait personne. Trop sèche, trop chaude, trop sablonneuse, totalement inculte. C'est la frange du désert du Kalahari. La zone a été classée parc national en 1929. On lui a donné le nom d'un chef de tribu local, Wanki. La plupart des animaux désertaient cette zone au moment de la saison sèche. L'eau y était trop rare. Et puis un jour, la brousse s'est mise à résonner d'un bruit incongru, et cette fois les animaux sont restés. D'autres même sont arrivés. On venait de mettre en route toute une batterie de pompes pour puiser dans les nappes souterraines de quoi alimenter une 60aine de points d'eau artificiels. Avec cette facilité nouvelle de trouver l'eau en toute saison, beaucoup d'espèces sont devenues sédentaires. Le parc a aujourd'hui l'une des plus fortes concentrations animalières d'Afrique. C'est le territoire privilégié de l'une des plus belles des antilopes, l'hippotrague noire. En 1980, à l'époque où le Zimbabwe a acquis son indépendance, les autorités ont considéré que la gestion du parc ne faisait pas partie des priorités. Faute de moyens, faute d'entretien, faute de pièces de rechange, les pompes sont tombées en panne, les unes après les autres. Les points d'eau se sont asséchés, beaucoup d'animaux se sont à nouveau dispersés.
La faune était sans doute plus rare, plus difficile à observer, mais la savane de Wankie, débarrassée des bruits de moteur au profit des chants d'oiseaux, retrouvait un peu de calme et d'authenticité. Les unes après les autres, on a finalement réparé les pompes. Comme Wankie est tout près des chutes Victoria, c'était facile et tentant de récupérer quand même l'argent du tourisme. Les points d'eau créés de toutes pièces ont modifié artificiellement l'écosystème du parc et engendré des déséquilibres dans les populations animales. Le nombre d'éléphants est passé à plus de 25 000 pour 15 000 km². Il y a ici le tiers des éléphants du Zimbabwe. Régulièrement, des éléphants sortent du parc, franchissent la frontière et gagnent le Chobe National Park au Botswana voisin. Dans les années 30, le Botswana s'appelait encore le Bechuanaland, et personne ne visitait cette région sauf les chasseurs d'éléphants. Il se racontait de bouche à oreille qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour tirer les pachydermes. Il a fallu attendre 1961 pour que cette zone bénéficie du statut de réserve et quelques années encore pour qu'elle devienne un parc national. Il tire son nom du fleuve qui borde la frontière nord de la zone protégée. Ce cours d'eau puissant descend du nord de l'Angola, où il est alimenté en permanence par les pluies qui tombent sur les hauts plateaux. Ces rives attirent une multitude d'animaux, mais c'est d'abord l'univers des éléphants. Le parc abrite aujourd'hui près de 70 000 pachydermes. C'est plus du 10e de la population totale des éléphants d'Afrique. Il y a ici 3 fois plus d'éléphants qu'à Wankie, pour une surface un peu moins grande. L'effet de surpopulation est accentué par le déséquilibre dans la répartition des animaux. Les éléphants ne se répartissent pas équitablement sur les 11 000 km² du parc. La majeure partie d'entre eux, et en particulier les hardes de femelles avec leurs petits, sont concentrés sur les rives du fleuve. Elles ne s'en éloignent guère. Il faut imaginer combien ça simplifie la vie d'un éléphant d'avoir en permanence sous la trompe de quoi satisfaire ses besoins en eau. L'eau courante du Chobe, claire et fraîche comme il l'aime, et qui coule à longueur d'année, est un attrait irrésistible. Le parc est un véritable paradis pour ces animaux. Il les garde à l'abri de la sécheresse et du braconnage. Chaque année, la population des éléphants s'accroît de 5%. Paradoxalement, c'est cette bonne santé qui inquiète les gestionnaires du parc. Dès qu'on quitte les rives immédiates du Chobe,
La savane a par endroits des allures de désert lunaire. Les éléphants sont passés par là et ont dévoré quasiment tout ce qu'ils trouvaient. Ils ont littéralement nettoyé le paysage. L'éléphant a une préférence pour l'herbe et pour les fruits, mais il engloutit aussi des branches, de l'écorce et du feuillage. On n'est pas difficile quand on a un besoin quotidien de 150 à 200 kg de nourriture. Le calcul est simple, les éléphants du Chobe prélèvent sur le parc près de 10 000 tonnes de végétation, chaque jour. Il y a ici 4 fois plus d'éléphants que la Terre ne peut normalement en nourrir. Ils surexploitent le territoire qu'on leur a accordé. Dès qu'ils en sortent, ils sont indésirables. Le Botswana a réservé 1/5 de sa superficie à la faune sauvage. Les 4/5 restants sont rigoureusement réservés aux activités humaines. Dans les villages en bordure du parc, on respecte la zone protégée, mais on s'inquiète de sa surpopulation d'éléphants. On craint qu'ils n'approchent des habitations, des troupeaux et des cultures, qu'ils n'agrandissent de fait leur territoire. La voix des bergers et des paysans se mêle à celle des spécialistes qui disent qu'il faut, comme on le fait chez les voisins en Afrique du Sud ou au Zimbabwe, éliminer les éléphants en surnombre. Ici, il faudrait en tuer 2 ou 3 000 chaque année. On pourrait bien sûr creuser des points d'eau pour sédentariser des éléphants loin du fleuve. On pourrait aussi vendre ou donner des éléphants aux pays d'Afrique qui n'en ont plus. Mais personne n'y songe sérieusement. Tout cela est trop coûteux, hors de portée. Les autorités du Botswana répugnent à pratiquer l'abattage. Comment expliquer aux touristes qu'il y a trop d'éléphants? Comment rompre le charme? Avouer qu'il faut intervenir, contrarier, gérer la nature. L'Afrique originelle, le continent intact qu'ils croient contempler, n'existe déjà plus. Ils sont complices malgré eux. Dès qu'on trace une piste pour leur permettre d'approcher les animaux, on enlève déjà un peu de vérité à l'expression « réserve naturelle ». Mais sans les devises du tourisme, aucun pays d'Afrique n'aurait pu préserver sa faune. Gérer une zone protégée, c'est gérer des paradoxes. Il y a un parc où se condense toute la difficulté qu'il y a à maintenir l'équilibre entre des objectifs et des réalités contradictoires. Il est situé au Kenya, au pied du Kilimandjaro. Cette zone est depuis toujours l'une des plus giboyeuses d'Afrique orientale. Pas étonnant, c'est un territoire Maasai. Les Maasai ne chassent que dans les cas extrêmes et ne supportent pas que d'autres viennent chasser sur leur terre. Alors partout où les Maasai se sont installés, la faune a été naturellement protégée. Ce lieu magique s'appelle Mpusel, ce qui en langue maa signifie plaine découverte ou poussière salée. Pour le monde entier, Mpusel est devenu Amboseli, l'un des parcs nationaux les plus célèbres au monde. Une sorte de figure emblématique du parc africain et en même temps de sa difficulté à exister.
c'est un tout petit territoire de quelques dizaines de kilomètres carrés. Il a fallu lutter pour le réserver aux animaux. Il a d'abord fallu en exclure les Maasai et leurs troupeaux. Contraints et forcés, les Maasai ont fini par quitter ces terres auxquelles ils étaient tellement attachés. Et puis, ils se sont vengés en s'en prenant aux rhinocéros. Ils ont tué tous ceux qui se trouvaient dans cette zone. Pour qu'on ne se trompe pas sur le sens de ce massacre, ils n'ont pas prélevé les cornes. On a fini par leur rendre des territoires, ou plutôt à échanger des zones de marais contre d'autres. La paix est revenue. Le parc d'Amboseli est inscrit au programme de tous les safaris kenyans. Il a tous les avantages, une zone sécurisée, un accès facile, la proximité de Nairobi, une grande quantité d'animaux sur une surface réduite. Pour l'avenir, ce sont autant d'inconvénients. Trop d'animaux pour l'écosystème, trop de touristes pour les animaux. On gère Amboseli au jour le jour, sans que personne ne puisse jurer de son avenir. Au pied du Kilimandjaro, par moments, l'illusion reste intacte. Il faut dire que le parc national des Virunga, jadis parc Albert, est le plus ancien parc national de la République démocratique du Congo et d'Afrique. Créé en 1925, il est très riche de par sa faune et sa flore. Je vous rappelle donc la question de la semaine. Dans quel pays se trouve le parc des Virunga? Vous avez la France, le Brésil, la République démocratique du Congo. Envoyez votre réponse précédée du code 7B au numéro 8877. Le gagnant sera qualifié pour le tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois d'avril. Restez sur Canal 7 et à très bientôt avec Bleu Planète.